En fait, juste pour avertissement, là, pour que tout le monde le sache, même si on l'avait dit tantôt, là. Dans le fond, c'est enregistré. Fait que si vous voulez pas être enregistré, vous pouvez toujours fermer vos caméras, vos micros. Fait que tantôt, il va y avoir une période de questions, là. Donc vous pourrez ouvrir les micros pour parler, mais en temps, ils sont fermés. Donc si vous voulez pas être enregistré, vous pouvez toujours les laisser fermer à la période de questions. Pour les caméras, je pense qu'ils sont toutes désactivées aussi, fait que ça ne devrait pas être un problème non plus. Donc, on peut commencer. Donc, moi, en fait, c'est Jean-Sébastien. Il y a Philippe aussi qui fait partie du Sénat. Donc, on est deux, en fait, membres du Sénat, qui est une organisation, en fait, qui vise à vulgariser les enjeux pour, en fait, les technologies éthiques, les technologies numériques. Donc, en fait, c'est plus les enjeux éthiques qu'il va avoir avec le développement numérique, les algorithmes, l'information, ces choses-là. Puis, en fait, aujourd'hui, on reçoit Lin Yuan Wang, qui en fait est un conférencier, un YouTuber de renom qui en fait a présenté beaucoup de conférences en fait sur les algorithmes, le numérique, l'information. Puis il vient en fait nous parler des algorithmes de recommandation spécifiquement. Puis on va surtout prendre l'exemple de YouTube, puis c'est un exemple assez concret. Puis en fait, il va venir nous parler de tout ça. Donc les, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ouais, enfin, Puis, on a vu aussi que tu avais fait beaucoup de conférences, surtout l'année passée, en fait, tu avais fait une conférence sur est-ce que l'information devrait être contrôlée. Ça, en fait, c'est suite à un livre que tu avais écrit ouais. aussi, qui, si je me souviens bien, s'appelait Le fabuleux chantier, donc rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Puis la conférence, en fait, c'était vraiment pour parler de pourquoi est-ce que l'information devrait être contrôlée, donc comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour un but bénéfique, et en fait, comment ne pas l'utiliser dans un but néfaste. Puis en fait, tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est algorithme, tout ce qui est données personnelles, l'information en tant que telle, puis l'intelligence artificielle. Donc, on voit que c'est vraiment un sujet qui t'intéresse beaucoup, là. Ouais, je fais aussi de la recherche dans le domaine, donc ouais, Oui, c'est un oui, sujet exactement. Hmm. dans lequel je suis. Ouais, t'es chercheur à l'école polytechnique, c'est l'école polytechnique de Lausanne, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, parfait. Bah, je pense que sur ça, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Avant toute chose, est-ce que tu peux juste nous expliquer exactement quels sont les algorithmes de recommandation qui influencent notre vie sans nécessairement qu'on s'en rende compte? Parce que je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui sait c'est quoi un algorithme de recommandation et où est-ce qu'on les trouve. Ouais, ouais, donc c'est vraiment des algorithmes qui sont partout. À chaque fois que vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, donc que vous utilisez un objet électronique, euh, ouais, à chaque fois que vous avez appuyé sur une application, surtout si c'est une application comme Facebook, YouTube, les gros groupes comme ça, bah derrière, il va y avoir des algorithmes qu'on appelle recommandations. C'est des algorithmes qui sont aujourd'hui sont extrêmement sophistiqués pour sélectionner quel contenu on va vous montrer. Donc à chaque fois que vous allez sur youtube.com ou que vous appuyez sur l'application YouTube sur votre téléphone, bah là, il y aura des vidéos qui vont être suggérées. Et le choix de cette vidéo résulte d'un algorithme qu'on appelle un algorithme de recommandation. C'est la même chose sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, ainsi de suite. OK. Là, j'ai envie de te demander, est-ce que par exemple, l'algorithme qu'il y a sur Google quand on fait une recherche, qui classe les recherches, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un algorithme de recommandation? C'est quelque chose de très différent. Alors, bon, je n'ai pas envie de pinailler sur les terminologies, Oui. mais en tout cas, c'est un algorithme qui est très similaire. Pareil, si vous allez sur YouTube, vous pouvez faire des recherches sur YouTube. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez faire des recherches sur Facebook, et ainsi de suite. Et tous ces algorithmes, bah, c'est des algorithmes qui sont très, très influents. Alors, enfin, aujourd'hui, enfin, historiquement, on va dire que Google Search, par exemple, avait plus d'importance parce que les gens faisaient beaucoup de recherches sur Google. Mais c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Et la majorité de 2 vues sur 3 sur YouTube sont le résultat de recommandations par l'algorithme de recommandation. Donc, généralement sur la page d'accueil de YouTube ou sur la droite, souvent, ou, ce qu'on appelle voilà, Watch Next, hein, la suite. Enfin, vous avez toujours des recommandations un peu à Mhm. droite. Ou je ne sais plus comment c'est sur le téléphone. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le téléphone. Non, écoute, il n'y a pas de problème. Et dans le fond, le contenu qui nous est recommandé, comment est-ce qu'il est déterminé par l'algorithme exactement? Juste pour qu'on soit bien sûr de bien comprendre. C'est quel contenu qui va être mis Alors de l'avant? exactement, ça va être ouais, donc exactement, ça va être impossible pour moi de dire parce que Mhm. l'algorithme est secret
et très peu de gens y ont accès, y compris à l'intérieur de Google. YouTube, ça appartient à Google. Donc, c'est vraiment difficile. Et même les gens qui ont accès, c'est difficile parce que c'est des algorithmes qui aujourd'hui sont très, très, très sophistiqués, qui sont typiquement des réseaux de neurones qui ont au moins des millions et sans doute des milliards, voire aujourd'hui sont peut-être même des milliers de milliards de paramètres. Donc, pour se rendre compte à quel point c'est beaucoup, un livre, c'est 1 mégaoctet. Donc, un livre, c'est en gros 1 million de paramètres. Donc, si on a 1 milliard de paramètres, ça veut dire que ça fait 1000 livres. Donc, pour essayer de comprendre l'algorithme, il faut au moins le lire. Et lire un algorithme aujourd'hui, c'est lire 1000 livres, et c'est pas un livre bien écrit. C'est un livre qui ressemble à rien. Donc, c'est clairement très difficile de comprendre aujourd'hui ces algorithmes. Mais on sait, par la communication de YouTube ou des dirigeants de YouTube ou de Google, et puis aussi parce qu'il est très probable, on sait que ces algorithmes maximisent l'engagement. Ils veulent maximiser quelque chose comme le temps que vous allez passer à utiliser ces plateformes. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois que vous ouvrez youtube.com ou que vous allez sur l'application de YouTube, il y a un algorithme derrière qui est très optimisé, qui est ce qui se fait de mieux au monde, qui va choisir la vidéo de sorte à ce que vous restiez sur la plateforme, que vous consommiez du contenu et que vous restiez encore et encore sur la plateforme. Et donc après, il y a beaucoup de préoccupations qui viennent. Enfin, a priori, c'est pas forcément mal. A priori, quand j'entendais parler de ça il y a 10 ans, en 2011, et que je me demandais que faire dans la vie, ça me paraissait tout à fait raisonnable de me dire, ah tiens, ça serait cool de travailler pour une entreprise comme ça qui cherche à montrer aux gens ce qu'ils veulent. C'est vraiment offrir aux gens ce qu'ils veulent. Et pendant longtemps, les questions d'éthique ne se posaient pas sur quelle est la question, enfin, quelle est la vidéo éthique à recommander aux utilisateurs. Mais on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de contenus qui est recommandé sont des contenus qui sont problématiques pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils incitent à la haine, à la violence. Ça peut être parce que c'est des contenus de mésinformation ou des contenus avec des informations trompeuses. Ou ça peut être des contenus qui encouragent certaines façons de parler, peut-être d'être trop directif, de pas assez mesurer l'ignorance ou l'incertitude qu'il y a pour tel ou tel problème. Et en situation, par exemple, de Covid, ça peut être un énorme problème si on ne se rend pas compte que le Covid, c'est peu probable de l'attraper lorsqu'on sort, mais lorsqu'on va voir des amis. Mais si on voit beaucoup, beaucoup d'amis, là, ça commence à poser un problème. Et s'il y a de la mauvaise information par rapport à ça, on peut avoir un Covid-19 qui traîne et des confinements, et ainsi de suite. Non, ça a un coût assez énorme en termes de vie humaine, ce genre de phénomène. Mais j'ai juste envie que tu clarifies un point avec nous. Tu l'as dit, les algorithmes qui sont utilisés pour gérer nos recommandations sont extrêmement complexes. Mais les grosses compagnies comme YouTube, par exemple, pourraient, par exemple, s'ils voulaient vraiment quand même l'influencer pour recommander plus un certain type de contenu, si ça les intéressait, n'est-ce pas? Ou ça serait complètement impossible? Oui, ça serait tout à fait faisable. En fait, c'est fait donc pendant la crise du Covid-19 au début, surtout les premiers mois. YouTube a pas mal favorisé artificiellement les contenus de l'Organisation mondiale de la santé. Et ils cherchent aussi activement à combattre la désinformation, surtout les théories du complot et tout ce qui est clairement de la désinformation ou des contenus très problématiques. Donc il y a clairement un effort qui est déjà fait et une possibilité du coup de modifier ces algorithmes. Alors comment c'est fait dans les détails, je ne sais pas, mais une des façons qu'il y aurait de faire, ça serait de changer un peu l'objectif de l'algorithme et de se dire que non seulement c'est bien c'est bien surtout pour YouTube d'avoir des gens qui restent sur YouTube, mais peut-être aussi que dans cette fonction objectif, il y aurait par exemple promouvoir davantage des informations de bonne qualité. OK, c'est tout le temps Ça serait possible. changer la métrique qu'on veut maximiser, dans le fond. Ouais.
Ouais, donc ça serait sans doute le truc enfin, un des trucs assez relativement simples, enfin, dans le sens où ça serait, genre, si on avait une solution pour ça, on pourrait assez facilement dire à YouTube, ben voilà un score qui est raisonnable à maximiser, voilà, intégrez-le, a priori ça s'intégrera bien à leur plateforme. Probablement sur les trucs de l'Organisation mondiale de la santé, enfin, très certainement, ça a été fait des trucs un peu plus à la main, c'est-à-dire plutôt que de regarder la fonction d'objectif, artificiellement, voilà, peut-être que bon, c'est difficile de connaître les détails de l'algorithme, mais probablement il y a un score qui est associé à chaque vidéo, à quel point chaque vidéo, et puis pour chaque utilisateur, il y a un score à quel point ça fit bien avec l'utilisateur. Et ce qu'on peut faire artificiellement, c'est à chaque fois que c'est une vidéo qui sort de la chaîne YouTube de l'Organisation mondiale de la santé, et ben on lui donne un score, un petit bonus, et comme ça peut booster artificiellement cette vidéo. Donc c'est probablement ce qui a été fait. Voilà, je spécule un peu. OK, c'est quand même relativement simple pour ces compagnies-là, dans le fond. OK, c'est intéressant à Ouais, savoir. ça, Euh, Là, du coup, on va changer un peu d'angle de vue, mais j'aimerais juste savoir, est-ce que le contenu qui est recommandé par les algorithmes, c'est un contenu qui est voué à être populaire de toute manière, ou est-ce que c'est plutôt l'algorithme qui va vraiment décider du contenu qui va éclater? Dans le fond, est-ce que le fait qu'un contenu soit ouais, recommandé par l'algorithme, c'est un gage de qualité? alors, le fait que le contenu soit recommandé par algorithme n'est pas un gage de qualité, c'est un gage de popularité plutôt. Mhm. Enfin, si on se met à la place encore une fois de l'algorithme, ce qu'il veut, c'est mettre du contenu qui va faire en sorte que les personnes vont rester sur YouTube. Et pour ça, la meilleure façon, c'est de donner soit du contenu que les gens ont envie de voir, ou alors, ce qui est peut-être un peu plus vicieux, de donner des contenus qui sont addictifs. C'est-à-dire que Mhm. lorsqu'on clique sur ce contenu, enfin, on n'a pas forcément envie de cliquer dessus, mais une fois qu'on a cliqué dessus, il peut y avoir cette espèce de rabbit hole, là, voilà, il y a une vidéo qui vient juste après, parce que ça complète, et puis de fil en aiguille, on peut se retrouver à regarder YouTube jusqu'à 3 heures du matin. Et ça, c'est jackpot, en fait, pour l'algorithme de YouTube. C'est plus ça qui... OK, ça serait peut-être intéressant qu'ils maximisent quelque chose de plus bénéfique pour les utilisateurs. Mais là, si jamais YouTube voulait essayer de faire ça, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça lui permettrait d'être aussi populaire qu'il l'est actuellement? Ou est-ce que ça ferait baisser le nombre d'utilisateurs? Donc ça, c'est une question difficile, parce que les réseaux sociaux, c'est compliqué de façon générale de Mm. savoir ce qui s'y passe. Après, ça dépend de ce qu'on met en alternative. C'est-à-dire que si on remplace toutes les vidéos par des vidéos de l'OMS, bon, j'ai respect pour l'Organisation mondiale de la santé, mais les vidéos qu'ils font sont pas très youtubeurs, on va dire. Sont pas, enfin, surtout les conférences, ça peut être un peu chiant. Donc, Mhm. probablement, s'ils mettent que des vidéos de l'OMS, ça va pas le faire, quoi. Après, il y a des vidéos qui sont produites par des youtubeurs d'excellente qualité qui sont à la fois très engageantes, très dynamiques, très intéressantes et qui sont aussi fiables d'un point de vue informationnel. Donc, si on remplace par ces vidéos, il y a un compromis à trouver et peut-être qu'on ne perdra pas énormément en termes de vues. Enfin, on perdra peut-être sans doute un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Mhm. Et par contre, on pourra faire beaucoup de bien en termes de qualité du contenu. Et ça serait plus ça qui serait, je pense, plus Mhm. bénéfique, plus envisageable en tout cas. Et là, du coup, j'ai envie de te demander quels seraient les incitatifs qui pourraient pousser Google à vouloir développer cet aspect-là, justement. Parce que pour eux, c'est sûr que ça va ça va diminuer leur profit si jamais ils prenaient cet angle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour les influencer dans cette direction-là, nous? Ouais, donc il y a pas mal de choses qu'on a réussi à faire à des entreprises. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'industrie du tabac, donc ils vendaient du tabac. Et très rapidement, en fait, enfin très rapidement, ça a pris beaucoup de temps en fait, mais il y a eu des régulations pour pouvoir, on a par exemple exigé qu'à chaque fois qu'ils font de la publicité, il y a un message qui vient avec, Mhm. sur les paquets de cigarettes, il y a des messages qui sont écrits d'alerte. On peut imaginer des régulations similaires pour les réseaux sociaux. Euh, Plus généralement, en fait, va falloir une pression quelque part. Si on les laisse tout seuls et que à chaque fois qu'ils font un truc qui n'est pas éthique, il n'y a personne qui vient leur taper sur les doigts, Mhm. ils vont continuer à faire ce qui maximise leur profit.
Donc c'est pour ça que c'est très très important en fait si on veut espérer un changement quelconque, enfin, comme pour toute cause, hein, comme pour le changement climatique, comme pour la qualité des médicaments. Enfin, il va falloir qu'il y ait une pression sociale et légale et voire des autorités de certification. Donc, par exemple, dans le monde de l'aviation, dans des domaines où on sent qu'il y a des questions de sécurité très importantes, Mhm. voilà, pour les voitures, pour ouais, le monde de l'aviation, les médicaments et tout ça, ou l'alimentation, on sait que ces produits sont potentiellement dangereux s'ils ne sont pas de qualité, et voire enfin, ça tue quoi, si c'est de mauvaise qualité. Et du coup, on a mis en place beaucoup de mesures, de régulation et aussi des pressions sociales pour qu'il y ait un contrôle de ces produits et qu'on vérifie la qualité de ce qui sort de ces entreprises. Eh ben, je pense que si on veut espérer avoir un changement, enfin, il y a déjà eu du changement hein, sur Google pour être juste, à cause de la pression publique sur les théories du complot, voilà, avec les émeutes du Capitole. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui font qu'il y a une pression sur ces entreprises à pas diffuser n'importe quoi. Pareil, il n'y a pas de pédophilie sur YouTube. Enfin, il y en a, enfin, en tout cas, YouTube lutte contre la pédophilie. Bah parce qu'il y a une pression sociale à se dire la pédophilie c'est mal, même pour les utilisateurs qui aiment consommer de la pédophilie. Mhm. Et ça existe. Donc pareil, il faut plus de pression sociale et légale pour espérer un changement et rendre les algorithmes de ces réseaux sociaux plus bénéfiques. OK. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un danger justement à donner le pouvoir sur qu'est-ce qui est recommandé par l'algorithme au gouvernement qui pourrait s'en servir pour toutes sortes de raisons? Comme je veux dire, nous ici, le Sénat, on est un organisme canadien et toi, tu es localisé en Europe où est-ce que la situation politique est relativement calme, mais dans d'autres régions du monde, un gouvernement autoritaire pourrait vraiment se servir des algorithmes pour orienter la population dans la direction qui l'intéresse. Ouais, donc c'est clairement une préoccupation importante. Ça rend la tâche vraiment très difficile. Mhm. Donc enfin, l'exigence souvent enfin une exigence qui est souvent qui me semble utile, c'est celle de la transparence. Essayer d'amener d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui vont permettre à différents voilà, qui vont faire que telle vidéo est davantage recommandée que telle autre vidéo. Mhm. Et ouais, pour l'instant, la transparence est nulle, enfin, est quasiment nulle. L'algorithme de YouTube est extrêmement opaque. Et voilà, ça se trouve, le gouvernement américain a demandé à ce que YouTube promeuve davantage certaines vidéos qui disent du bien des États-Unis. Enfin, on ne sait pas, quoi. C'est tellement opaque que c'est difficile de savoir. Enfin, moi, je travaille sur un projet alternatif justement pour essayer de concevoir un système de recommandation qui soit beaucoup plus transparent, qui permettrait non pas de laisser ça aux mains ni des entreprises ni des gouvernements, mais d'une grande communauté, c'est possible, une très grande communauté de contributeurs certifiés et sur lesquels on pourrait faire aussi de la recherche pour comprendre Mhm. voilà, quelle est la population qui a contribué, quels sont ses biais, et ainsi de suite. Oui. Je pense qu'on a l'intention d'y revenir de toute façon en fin d'entrevue, discuter plus en détail du projet Tournesol, c'est bien ça? Ah, C'est bien ça, non? Oui. c'est Euh, bien ça. Non. j'aimerais que tu nous parles un petit peu du phénomène des bulles qui peuvent se produire, des bulles de recommandation sur YouTube. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, donc l'idée, c'est que, enfin, c'est quelque chose que vous voyez sans doute si vous ouvrez votre page de youtube.com et que vous ouvrez celle de votre ami ou de votre conjoint. Probablement, il ne sera pas les mêmes vidéos qui seront recommandées Mhm. et probablement vous allez préférer votre youtube.com à celui de votre ami. Mhm. Donc ça, c'est parce que les recommandations sont personnalisées. Et il y a un phénomène de rétroaction, c'est-à-dire que si vous commencez à regarder une vidéo, vous avez tendance voilà, l'algorithme de YouTube va penser que vous aimez cette vidéo. Et si du coup, il va vous recommander des vidéos similaires. Si vous cliquez sur une autre vidéo similaire, bah, l'algorithme de YouTube va vous renfermer, va vous dire, ah, lui, il aime ce genre de vidéo.
Et ce qui est également possible, c'est que vous aussi, vous vous mettiez vraiment à aimer ce genre de vidéo. Donc, il y a une boucle de rétroaction qui a lieu. Hein, il y a des biais cognitifs enfin, ce qu'on appelle le biais de familiarité. On a tendance à aimer ce qui nous est familier. Donc, plus on regarde du contenu, plus ce genre de contenu nous est familier. Et à partir de ce moment-là, il est possible que du coup, chacun s'isole comme ça vers un certain type de vidéo. Donc, c'est ce qu'on appellerait des bulles. Il y a des débats autour de à quel point le phénomène des bulles sur les réseaux sociaux est plus important que dans la vie hors des réseaux sociaux. J'ai des sujets assez controversés. Et c'est en fait une recherche qui est très difficile à faire parce que il y a peu de données. Enfin, c'est difficile de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en particulier, enfin, surtout par exemple sur Facebook, parce que Facebook, les données sont privées et Facebook ne doit pas les partager avec les chercheurs. Et ça pose aussi une autre question, c'est le compromis entre la modération et la protection des données personnelles. Si on pense par exemple que le cyberbullying, le harassment, comment en français, harassment, le Harcèlement. fait le harcèlement, voilà, merci. Si on pense que le harcèlement sur les réseaux sociaux est quelque chose d'horrible, en fait, les mesures de privacy peuvent être un peu un frein. Ça empêche d'avoir des audits finalement des réseaux sociaux et de ce qui s'y passe, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est loin d'être rose. Donc il y a un chercheur notamment du MIT, Sinan Aral, qui a écrit un livre qui s'appelle The Hack Machine, où lui, il a passé sa carrière vraiment à étudier les réseaux sociaux et lui, il trouve que les régulations, notamment le RGPD, donc la régulation pour la protection des données personnelles en Europe, a freiné pas mal la recherche sur, en particulier, la mésinformation et la radicalisation sur les réseaux sociaux. Et oui, il aimerait qu'il y ait des exceptions, des mesures qui soient mises en place pour permettre la recherche sur les réseaux sociaux. Okay. C'est un défi, en tout cas, de combiner le bon degré de transparence, notamment des entreprises et du coup de leur plateforme, et la protection des données personnelles qui est également importante. Je trouve ça assez particulier parce que c'est quand même un enjeu qui a l'air assez majeur, mais j'ai vraiment l'impression que le public n'est pas tant informé à ce sujet-là. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup dans les médias traditionnels. Ouais, je pense que... Donc, ouais, j'ai fait une vidéo récente où je comparais l'impact, enfin, la manière dont on perçoit les réseaux sociaux et leurs dangers et les régulations qui sont prises par les réseaux sociaux au monde de l'aviation. Donc, le monde de l'aviation, quand il y a un crash, c'est spectaculaire, ça fait la une de l'actualité, les gens en parlent encore et encore, on va chercher vraiment les fautifs, on va chercher les témoignages, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Alors que ça cause la mort de finalement assez peu de gens. L'aviation, c'est des centaines de morts par an, c'est peut-être des milliers les années vraiment, vraiment horribles. Donc ça peut pas être impressionnant, mais si on compare ça aux conséquences des réseaux sociaux, qui dans certains cas ont conduit à des génocides. Il y a eu des histoires au Myanmar notamment, mais ça arrive dans beaucoup de pays qu'il y a des tensions qui naissent à partir de mes informations. Qu'on voit aussi l'impact sur la politique. Il y a beaucoup de pays qui ont souffert beaucoup de campagnes de désinformation et qui aujourd'hui ont des présidents qui promeuvent beaucoup de mésinformation. Il y a un pays voisin du vôtre, je ne vais pas le citer. On peut se poser vraiment la question de l'impact de ces réseaux sociaux sur d'autres sujets comme par exemple la vaccination, le changement climatique. Là, on parle potentiellement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de morts par an. L'ordre de grandeur est potentiellement plus grand voire beaucoup plus grand que celui du monde de l'aviation. Mais c'est très difficile de donner de l'attention à ça parce que les effets sont souvent très indirects et c'est pas spectaculaire, il n'y a pas d'image. On n'est pas habitué à l'enquête, c'est pas classique, il n'y a pas un fautif. C'est ce qui rend la sensibilisation à ces risques plus difficile. Non, c'est pour cette raison qu'on essaie d'organiser des événements comme celui-ci. On espère qu'on a notre influence à un certain niveau.
Mais peut-être qu'on pourrait essayer d'aller plus sur une note positive, essayer de discuter un peu des impacts positifs qu'on peut avoir justement grâce à ces algorithmes-là, parce que justement, ils ont un tel potentiel que c'est aussi un moyen d'influencer l'humanité à une échelle qui était comme vraiment inédite auparavant. Et je Ouais, pense que juste pour la ouais, tout à cause fait. environnementale ou encore pour la crise du COVID, il y a vraiment moyen de tirer profit de ces algorithmes-là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que les algorithmes de recommandation, en fait, devraient être la priorité pour toutes les causes. Parce que, enfin, en tout cas, la plupart des causes. Parce que la plupart des causes souffrent d'un manque de sensibilisation. Donc, si on Mhm. pense au changement climatique, il y a eu beaucoup de mouvements incroyables au cours des dernières années, ça a beaucoup progressé, et ça, c'est très chouette. Mais en fait, il y a encore beaucoup de scepticisme envers le changement climatique. Mhm. Et ça ralentit beaucoup les mesures légales. Donc, en France, par exemple, il y a eu une révolte des Gilets jaunes Mhm. suite à un événement qui était une augmentation des taxes sur les prix de l'essence, qui est une décision environnementale, enfin, en tout cas avec Mhm. une visée au moins partiellement environnementale. Mais son acceptation est très difficile si les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés au risque du changement climatique. Donc, ouais, donc ça, c'est un constat, c'est que l'information est souvent déficiente. Si on pense aux inégalités sociales également, il y a des grosses, enfin, il y a besoin de beaucoup de pédagogie, d'explication et de compassion. Et, enfin, c'est vraiment un message qu'il faut passer. Et c'est pour ça qu'il y a des marches, par exemple Black Lives Matter et ainsi de suite. C'est vraiment l'information qu'on cherche et la sensibilisation, l'attention qu'on veut. Et c'est vraiment ce que contrôlent les algorithmes de recommandation aujourd'hui. Un algorithme de recommandation aujourd'hui, si vous voulez promouvoir une vidéo qui parle très bien, je sais pas, du changement climatique ou des inégalités sociales ou enfin, de toutes ces causes, s'il y a une vidéo qui en parle très bien, l'algorithme de recommandation, il suffit d'un tout petit changement de cet algorithme pour que la vidéo fasse tout à coup, au lieu de faire 1000 vues, il fasse 10 millions de vues. Enfin, c'est largement possible. Mhm. Pareil pour le Covid-19. Et peut-être qu'il y a une cause aussi, et peut-être une cause qui est peut-être sous-jacente à beaucoup d'autres causes, qui est ce qu'on appelle parfois la littératie aux médias ou à la science, enfin, la capacité à mieux comprendre, mieux analyser l'information Mhm. des journaux, de YouTube, à laquelle on est exposé. Et donc, beaucoup de gens vont dire que la solution à ça, c'est l'éducation. Et en effet, l'éducation a un rôle important à jouer. Mais la plupart des gens qui subissent finalement cette mise en formation ne sont plus à l'école. Enfin, la plupart des Mhm. gens ont plus de 20 ans. Et beaucoup de mes informations sont relayées par des gens qui ont plus de 50 ans et qui sont potentiellement au Mhm. pouvoir, enfin, qui ont plus d'influence. Donc, pour pouvoir atteindre ces gens-là, l'éducation, c'est compliqué. Par contre, les algorithmes de recommandation pourraient largement atteindre ces personnes-là. Donc, il y a vraiment une opportunité énorme en termes éducatifs. Si on promouvait, par exemple, des vidéos qui expliquent très, très bien voilà, comment mieux raisonner, comment mieux analyser, comment être plus critique de l'information, comment faut lire un article avant de le partager, ce genre de choses. Ouais, ça pourrait être promu à très grande échelle par les Mhm. algorithmes de recommandation. Et pour connaître assez bien le milieu qui essaie de faire ce genre de vidéos, il y a encore un fossé énorme par rapport à ce qui pourrait être atteint. Enfin, ces algorithmes de recommandation pourraient facilement multiplier par 10 ou par 100 les vues de certaines vidéos qui font ça très bien. J'ai envie de savoir, penses-tu que les médias, les scientifiques, les politiciens, est-ce que, dans le fond, les gens qui ne sont pas encore vraiment informés sur le fonctionnement des algorithmes, est-ce qu'ils devraient essayer de mieux se former à les utiliser et à un peu jouer le jeu de l'algorithme pour promouvoir leur contenu? Parce que quand c'est des questions de vie humaine, comme tu dis, quand c'est une question de... Quand on parle de l'OMS, par exemple, est-ce qu'ils devraient essayer de faire un contenu qui serait de base privilégié par l'algorithme? Est-ce que c'est leur responsabilité de le faire ou plutôt ça serait dangereux qu'ils le fassent parce que ça serait peut-être, ils le feraient peut-être au coût de la qualité, selon toi? Donc il y a ce projet dans l'OMS. Il y a des gens qui travaillent sur faire des contenus
notamment sur Twitter, il y a beaucoup d'infographies qui sont partagées ou sur Instagram. Donc c'est clairement quelque chose, je pense que c'est important qu'ils ont une place et qu'ils vulgarisent ce message et ils le font. Mais on peut se demander aussi si c'est la meilleure façon pour eux de faire. Je pense qu'il y a eu un manque d'attention à aller chercher les gros influenceurs sur les différentes plateformes qui pourraient avoir relayer le message de l'OMS avec beaucoup plus d'impact. Et je pense que ça serait important, et surtout que ce genre de collaboration permettrait aussi, parce que c'est vraiment une compétence de faire des vidéos qui sont dynamiques, qui sont attrayantes, qui vont parler à un grand public, qui sont pédagogiques. C'est vraiment difficile. Et plutôt que réinventer la roue ou essayer de faire ce que d'autres font, je pense que l'OMS ou toutes sortes d'institutions gagneraient beaucoup plus à travailler avec des influenceurs de qualité et essayer de promouvoir le message via eux ou directement financer leur travail. Mais c'est une tâche qui est extrêmement difficile parce que, en fait, représenter la complexité du monde dans une courte vidéo, dans le fond, il y a tout le temps un compromis qu'il faut y aller avec le niveau d'attrait qu'aura le contenu qu'on va proposer et la qualité de l'information et le niveau de détail qu'on va donner. Et je pense que toi, tu as réussi à trouver un bon équilibre avec ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui est la recette magique selon toi pour un contenu éducatif mais intéressant? Ouais, donc je suis pas sûr d'être le meilleur exemple. Donc, je pense que mes vidéos sont un peu compliquées parce que j'ai pas l'impression de parler à un très grand public. Laisse-moi dire que pense moi, que je suis vraiment sidéré parce qu'il y a quand même 200 000 abonnés avec des vidéos qui sont aussi complexes. Je ne sais pas comment tu as fait. Surtout dans la francophonie, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment surprenant. YouTube est très surprenant. Le succès sur YouTube est très surprenant. Ouais, mais donc, ouais, alors je pense clairement, enfin, faut faire et refaire. Enfin, c'est vraiment, on apprend en faisant. Et il faut trouver le bon ton et tout ça. Mais et je pense que la plus grosse erreur que font les gens qui essaient de se lancer sur YouTube, c'est souvent de vouloir la perfection et de vouloir essayer de cocher toutes les cases ou essayer de faire un truc dont ils sont vraiment fiers. Et, et à l'inverse, la quasi-totalité des YouTubeurs qui ont réussi, si vous allez voir leur première vidéo, enfin, ça n'a rien à voir avec les vidéos récentes. Là. Les premières vidéos sont assez nulles. Enfin, les miennes, elles sont même plus sur YouTube. Hein. Les toutes premières vidéos. Donc, je Donc, comprends le sentiment. ouais, ouais, faut faire, refaire et petit à petit, on progresse. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi le machine learning. Hein. Le machine learning, c'est quelque chose qui marche beaucoup par essai et par erreur. C'est ce qui rend le machine learning dangereux, c'est que lorsqu'il est déployé à très grande échelle, bah, une petite erreur, ça fait beaucoup, ça fait très mal. Mais c'est comme ça qu'on atteint la performance. Il va falloir passer par ces phases où voilà, on n'est pas content et on progresse. Parfait. Peut-être de façon un peu plus concrète, je pense aussi une réflexion qu'il faut avoir en produisant le contenu, c'est toujours penser à celui qui regarde la vidéo, à quoi il pense lorsque je dis ça. Ouais. C'est difficile comme habitude à avoir, mais voilà, à chaque fois qu'on dit une phrase, on essaie de réfléchir, ok, mais comment ça sera interprété par la personne qui regarde ce contenu? Est-ce qu'il va se dire, oh, c'est chiant, ce qui est le plus souvent le cas, ou est-ce qu'il va comprendre quelque chose de travers, ou est-ce qu'il ça va susciter sa réflexion, il va être un peu plus impliqué, engagé. Je pense que c'est le genre de question qui peut être utile. J'ai envie de te demander, c'est une question un peu plus personnelle, mais est-ce que tu as déjà envisagé faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu qui viennent de milieux complètement différents, comme par exemple faire une vidéo de gaming ou quelque chose comme ça, juste pour attirer plus d'attention sur les sujets sur lesquels tu veux parler? Alors non, la réponse courte Non? est non, on va dire pour l'instant. OK. Ouais. Le problème, c'est souvent que les gros youtubeurs, en fait, ils ont trop de choses à faire. C'est Ah oui? difficile de les avoir en collaboration. Et
mais ouais, non, mais ça serait un sujet. Enfin, c'est des choses. Faut trouver la bonne symbiose, quoi. C'est-à-dire que si la vidéo est trop technique, en fait, ça apportera pas grand-chose. Ça va dégoûter un peu les gens. Euh, et ouais, faut que ça parle un peu aussi à l'autre youtubeur. Faut trouver un bon point de convergence. Je ne l'ai pas encore trouvé, on va dire. Oh non, mais je suis sûr que ça se trouve. Nous, justement, on a discuté récemment du projet Sedna Gaming, où est-ce qu'on pensait vouer à des vœux en parlant de problématiques environnementales et des vœux qui s'y prêtent. En tout cas, on va voir si ça se concrétise. Euh, oui, je vais un peu essayer de recentrer la conversation sur le sujet. Récemment, on a discuté avec le professeur à l'UQAM, Jean-Hugues Roy, au sujet de l'avenir des médias avec avec les réseaux sociaux. On réalise que les réseaux sociaux font beaucoup plus de vues, ont un impact beaucoup plus grand que les médias traditionnels n'en ont jamais eu. Et à cause de ça, on voit aussi qu'il y a une certaine... les médias traditionnels évoluent dans une direction qui fait un peu plus... qui est plus axée sur qu'est-ce qui est populaire sur Internet. Et la question, c'est est-ce que ça se traduit selon toi par une baisse du contenu, une baisse de la qualité du contenu? Ouais, c'est une énorme préoccupation. Et c'est quelque chose de. Enfin, en fait, la meilleure façon de manipuler quelqu'un, c'est de lui donner de l'attention quand il dit ce qu'on veut qu'il dise et de ne pas lui donner d'attention quand il dit un truc qu'on ne veut pas qu'il dise. Et ça, enfin, c'est Internet fois mille. Alors, clairement, enfin, pour les journaux, mais c'est aussi pour les youtubeurs, pour tout le monde, quoi. Donc, il y a une excellente vidéo de Veritasium qui parle de ça, une vidéo qui s'appelle My Video Went Viral, Here's Why. Et, ouais, donc Veritasium aime bien dire que le contenu est l'algorithme. C'est-à-dire que euh, ce que l'algorithme recommande, les youtubeurs finissent par le voir. Parce qu'ils produisent une vidéo, ils voient si elle est recommandée. Ils produisent une autre vidéo, ils voient si elle est recommandée. Puis ils produisent une autre vidéo. Et enfin, les journaux, pareil, enfin, tous les médias font pareil. Et quand il y a un truc qui marche, pareil, ils le voient. Et, et consciemment ou non, alors souvent les youtubeurs, ça va être un peu conscient, les journaux, ça va être, sont enfin, très conscients. Bon, on va répliquer le truc qui marche. Mais ça peut aussi arriver inconsciemment pour tous les utilisateurs. Donc si vous avez un compte Twitter ou si vous avez un compte Facebook, n'importe lequel, si vous mettez un message et que vous avez beaucoup plus de likes, bah, inconsciemment, il y a probablement un effet qui vous dit ah, les gens aiment quand je parle de ça, et puis moi j'aime quand les gens m'aiment. Et du coup, il y a un risque de répliquer ça. Et c'est vraiment en fait une vulnérabilité des réseaux sociaux qui est en train d'être exploitée par des campagnes de désinformation. Donc c'est un truc alors ça a été observé de façon anecdotique par différentes personnes. C'est un peu compliqué aussi à analyser pour l'instant. Mais enfin, si j'étais à la place, enfin, si j'étais une campagne de désinformation, c'est ce que je ferais. Parce que si je promets moi-même la désinformation, bah, ça va se voir, et puis je vais être étiqueté, je vais être bloqué, je vais être censuré, enfin, ça peut être compliqué. Par contre, une autre stratégie, c'est je crée plein de faux comptes, puis dès que quelqu'un dit un truc qui va dans mon sens, je like, je retweet et tout ça. Et le truc, c'est que la plupart des comptes, en fait, 10 likes, ça peut suffire en fait à motiver la personne à se dire ah tiens, ça marche. Et 10 faux comptes, c'est vraiment très peu. Juste pour donner un ordre de grandeur, je voudrais à réfléchir à quel est le nombre de faux comptes que Facebook a retiré de sa plateforme en 2019, sachant que Facebook, c'est censé être un compte, une personne. Ouais, la réponse, c'est 6 milliards. Il y a 6 milliards de faux comptes qui ont été retirés par Facebook en 2019. C'est quasiment le nombre d'humains sur Terre. C'est plus que le nombre d'utilisateurs de Facebook. La plupart des comptes sur Facebook sont faux. Et ça, c'est Facebook. Facebook a plein de mesures pour éviter ça. Sur Twitter, Reddit, tout ce que vous voulez, et il y a énormément de faux comptes qui sont juste créés à des fins de désinformation. Et c'est qui crée ces comptes-là exactement? Est-ce qu'on le sait ou c'est... Alors, c'est très difficile parce qu'ils ont tout intérêt à rester secrets. Mais il y a des études. Donc, il y a un excellent livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Reality Game par Samuel Woolley,
où il a regardé un peu ça plus en détail. Il y a eu un institut à Oxford qui étudie aussi la question, ça s'appelle le Computational Propaganda Project. Ce qu'ils arrivent à relever, c'est que beaucoup de pays, en fait, on arrive à savoir que beaucoup de pays le font, beaucoup d'institutions dans les pays. Donc le dernier rapport hein, sur 2020, ils avaient listé 80 pays qui le font. Donc, le Canada, je suis désolé, mais probablement vous le faites. Ça m'étonne La pas tant que Suisse ça, aussi, non. la France, Ok. les États-Unis. Ouais, donc, tout le monde le fait. C'est tellement important en fait pour les gouvernements et c'est des questions en fait de sécurité nationale. Si vous voulez déstabiliser un pays, la meilleure façon c'est juste de promouvoir de la désinformation sur son gouvernement ou sur l'opposant du gouvernement. Et c'est tellement peu coûteux que très probablement beaucoup le font. Donc c'est côté gouvernemental, mais ça vient aussi beaucoup d'entreprises privées qui ont aussi souvent des intérêts. Donc récemment, il y a eu un cas qui a été révélé, qui a été exposé. C'est Huawei qui avait créé des faux comptes. Alors je me souviens plus des détails, mais qui avait créé des faux comptes pour critiquer en gros une proposition de régulation des services de télécommunications dans un pays donné. Donc, clairement, ça allait pas pour Huawei et ils ont découvert ils ont réussi à identifier quelques comptes Twitter qui clairement avaient tous le même comportement et qui retweetaient à peu près au même moment. Enfin, je sais plus les détails, mais voilà, c'est les indices qui permettent de révéler le truc. Mais voilà, globalement, faut s'attendre. Il y a beaucoup de régulations qui concernent des entreprises et les entreprises ont tout intérêt à manipuler l'opinion publique pour que ça aille dans un sens ou dans un autre. Et du coup, je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de désinformation venant d'entreprises privées aussi. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile à contrôler parce que repérer ces comptes-là, ça doit pas être une tâche facile, surtout s'ils sont bien faits et si les compagnies investissent des gros moyens pour les développer. Ouais, donc donc bon, il y a pas mal d'efforts, mais avant on pouvait voir si un compte avait une image qui a été téléchargée d'internet, on pouvait le voir. Maintenant, il y a des générateurs de fausses images. Donc, si vous ne connaissez pas, il y a un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com Mhm. où à chaque fois que vous rechargez la page, il y a une image d'une personne qui n'a jamais existé, qui a été générée par un algorithme. Donc, créer des fausses identités, c'est devenu plus facile qu'avant. Les algorithmes de détection aussi se sont améliorés, donc c'est un peu une course du chat et de la souris. Mhm. Mais globalement, c'est une piste qui me semble très compliquée. Alors, ça me paraît très compliqué d'identifier les faux comptes et de les retirer. C'est pour ça que moi, je privilégierais plus la mise en avant de la qualité. Parce que ça me paraît plus prometteur d'essayer d'identifier les contenus de qualité et de vraiment les mettre en avant. Mhm. Et je pense que ça aura Parce que plus dans le d'impact. fond, en mettant de l'avant un contenu de qualité, on prend de la place qui serait donnée à un contenu de mauvaise qualité autrement. Exactement. Mhm. Exactement. Ok, bah c'est super intéressant. Bah, du coup, peut-être qu'on peut se mettre à discuter un peu des solutions qu'on pourrait apporter à ce problème-là et quelles sont les actions concrètes qu'on peut poser, euh, nous en tant que citoyens, mais aussi quelles sont les actions que peuvent poser les groupes de pression. Déjà, pour ça, il faudra peut-être essayer de Ouais. comprendre c'est qui a le contrôle des algorithmes, c'est qui décide. C'est YouTube, mais c'est qui chez YouTube? Est-ce que c'est le CEO, c'est l'équipe de développement? Ouais, Voulons-nous influencer? donc, c'est une très bonne question et c'est vraiment, c'est vraiment une question importante. Il faut vraiment essayer de réfléchir à quelle est la structure des incitations à l'intérieur de l'entreprise. Parce que quand on dit que l'entreprise maximise les profits, en fait, c'est un énorme raccourci. Mhm. L'entreprise, c'est un ensemble de personnes et c'est les personnes qui prennent des décisions à l'intérieur de l'entreprise. Et souvent, elles prennent des décisions sous influence parce que il y a plein de jeux politiques à l'intérieur. Et du coup, c'est important de comprendre la structure à l'intérieur de l'entreprise pour comprendre comment les décisions sont prises. Mhm. Bon, alors là, malheureusement, c'est ultra opaque. Mhm. L'entreprise Google est aussi opaque que ses algorithmes. Mhm. Et donc, c'est compliqué. Mais il y a eu donc récemment à Google en particulier, il y a eu le licenciement de l'équipe d'éthique, Mhm. des deux co-directrices de l'équipe d'éthique de Google
et ouais, il y a pas mal de chamboulements. Et, ouais, c'est compliqué pour l'éthique à Google. Donc déjà, c'est un très mauvais signal. Mais le bon côté, le faible bon côté, la petite note positive par rapport à tout ça, c'est que ça a permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de Google. En particulier, il y a pas mal d'employés de Google qui ont dit des choses sur Twitter. Et ce qui semble être le cas, c'est que Google est extrêmement l'équipe légale de Google a une importance énorme dans la manière dont les gens agissent à l'intérieur de la boîte. Imaginez, il y a plein de... le secret et la norme, il y a plein de NDA, Non-Disclosure Agreement, d'accords de confidentialité. Et du coup, plein de gens ne peuvent pas dire grand-chose parce que s'ils disent un truc, ils ont un procès juste derrière, potentiellement des millions. Donc c'est compliqué pour eux de révéler des choses. Et du coup, il y a tout un jeu qui s'organise où, voilà, pour des raisons légales, ils ne veulent pas ça. Et du coup, il y a des pressions légales qui sont faites sur tel et tel employé pour qu'ils disent ça ou ça. Et donc, ça rend la situation très compliquée. Et, donc, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut influencer tout le monde. Il faut que tout le monde s'oppose un peu plus à ça et qu'il réfléchisse beaucoup plus au problème, à l'éthique des algorithmes. Il faut que la pression vienne aussi de l'interne. Il faut qu'il y ait une pression externe, il faut qu'il y ait une pression interne. Et on d'encourager tout le monde, je pense que... Ouais. On réglera pas le problème des algorithmes tant qu'on réglera pas le problème de la confidentialité, c'est bien ça? Ouais, en tout cas, les deux doivent aller de pair, quoi. En tout cas, les progrès qu'on va faire dans la gouvernance à l'intérieur de Google seront très utiles pour ensuite promouvoir des solutions éthiques algorithmiques pour Google ou pour aider, par exemple, les chercheurs à mieux analyser Google ou les journalistes à mieux comprendre ce qui se passe à Google, et ainsi de suite. Ok, c'est extrêmement intéressant. Peut-être pour notre public, est-ce qu'il y aurait des actions concrètes que nous, on pourrait poser pour être au moins influencés par les algorithmes dans notre vie de tous les jours et être capable d'avoir du contenu de meilleure qualité? Ouais, alors le principal conseil, en fait, vous pouvez manipuler vos algorithmes de recommandation avant qu'ils vous manipulent. Donc, à chaque fois que vous allez voir une vidéo sur YouTube ou vous lisez quelque chose sur Twitter ou sur Facebook, vous pouvez, souvent c'est en haut à droite, il y a une option, vous pouvez cliquer dessus et dire je ne suis pas intéressé par ce genre de contenu, si c'est des contenus qui vous sentez que ça n'a pas une bonne influence sur vous. Donc moi j'ai fait ça énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui quand je vais sur YouTube, parce que bon, avant j'avais forcément un peu d'addiction à YouTube, j'allais régulièrement sur YouTube. Maintenant que j'ai fait pas mal ça, à chaque fois que je vais sur YouTube, il n'y a que des vidéos de maths et quand je suis fatigué, j'ai pas envie de les voir et du coup je ferme YouTube. Ok, oui, je comprends le sentiment. C'est un peu la même expérience que j'ai. Ok, super. Cependant, je me demande à quel point ça a une influence sur l'algorithme quand on fait ça, parce que je pense vraiment qu'il maximise le contenu qu'on regarde plus que ces petites actions spontanées. C'est-à-dire que j'aurais Donc beau dire... ça va avoir une influence. Oui. Donc ça va avoir une influence énorme sur l'algorithme avec vous. Donc les algorithmes sont personnalisés, donc personnalisez votre algorithme. Donc ça règle vraiment le problème de... j'ai vraiment que des vidéos de maths, enfin pas que, mais de sciences on va dire. Okay. Le problème c'est qu'on on n'a pas des préférences uniquement sur nos recommandations, on a souvent aussi des préférences sur ce qui va être recommandé à d'autres personnes. Donc moi j'ai pas envie que la pédophilie soit recommandée à la plupart des humains sur Terre. Qui que ce soit en fait. C'est une préférence énorme que j'ai, pas trop controversée j'espère. Mais j'ai aussi potentiellement des préférences un peu plus controversées. Je pense que ce serait mieux si les vidéos de plus grande qualité sont recommandées un peu partout. Et ça malheureusement il n'y a pas moyen de le dire. Il y a quelques moyens de le dire à YouTube, donc surtout sur l'application de YouTube, de temps en temps, YouTube demande des feedbacks, donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée qui est vraiment cool. Mais
ce qui est gênant aussi avec ces données, c'est qu'elles appartiennent à YouTube et du coup, si on n'est pas YouTube, bon, on ne peut rien faire pour exploiter ces données et mieux comprendre ce qu'il faudrait faire. Donc c'est un peu décevant de ce côté-là. Ouais, après, globalement, juste partager davantage du contenu à vos proches, à recommander régulièrement des contenus sur Twitter, sur Facebook, voire en message privé, je pense que ça a toujours plus d'impact. C'est plus probable que ça conduise à la personne qui regarde le contenu. C'est aussi une façon de promouvoir petit à petit l'information de qualité. Mais ce que je trouve particulièrement difficile, par exemple, c'est que justement, c'est que YouTube en ce moment, c'est un peu un divertissement. Et en ce moment, justement, les vidéos complexes qui parlent, qui ne simplifient pas trop la situation, c'est difficile à regarder quand on est fatigué. Et finalement, si on est sur YouTube, c'est qu'on est en train de se reposer. Ouais. Juste allumer la lumière parce que ça s'éteint un peu chez moi. Ah non, ben écoute, pas de problème. J'en profite juste pour passer un message parce que je vois qu'on a des questions dans le chat. On va y revenir à la fin de l'entrevue. On va juste finir les questions qu'on nous on avait préparées. Ensuite, on va discuter brièvement du projet de tournesol. Puis une fois que ce sera fait, on reviendra sur le chat. Puis en fait, d'ailleurs, je pense qu'on est déjà rendu. Oui, tu allais dire quelque chose? Oui? J'allais réagir au problème du divertissement parce que je pense que le divertissement est beaucoup moins innocent que ce qu'on pourrait croire. Et il y a des divertissements qui conduisent à des meilleures habitudes que d'autres divertissements. Donc, par exemple, si vous êtes préoccupé par le changement climatique, des vidéos de divertissement qui parlent de voyage aux quatre coins du monde, qui parlent de la cuisine, de comment cuisiner un steak. C'est des choses qui, en fait, même si c'est du divertissement, en fait, ça va avoir un impact sur notre appréciation du monde et sur nos habitudes du quotidien. Du coup, je pense que c'est important de faire. Je pense idéalement, il faudrait prendre ça en compte. Il y a des contenus de divertissement qui me semblent beaucoup plus recommandables. Voire parfois, il y a du divertissement intelligent. Bon, après, moi, j'aime bien les maths, donc je considère que les maths, c'est du divertissement. Mais ouais, il y a des divertissements. On m'avait posé la question l'autre fois, on avait parlé de ça. Je disais, je préférerais recommander Harry Potter plutôt que recommander Terminator, parce que je pense que Terminator donne une vision erronée des vrais dangers de l'intelligence artificielle. Qu'après avoir regardé Terminator, le divertissement a un impact. C'est pareil, le film Her, par exemple, je pense, est beaucoup plus intéressant en termes de divertissement. Il y a des épisodes aussi de Black Mirror que je trouve en termes de divertissement. Je trouve ça divertissant et je trouve aussi que ça permet des réflexions qui sont beaucoup plus pertinentes et utiles que quelle série je vais critiquer après Terminator. Enfin voilà. Non, je pense que tout le monde Ex a. Machina est très bien, mais c'est pas vraiment le vrai danger. Non, ça, je pense que tout le monde a les noms dans la tête. Tout le monde pense à sa propre série qui est un peu moins un plaisir coupable peut-être. Mais quoi qu'il en soit, faut quand même réaliser que même le contenu qui est, disons, qu'on va appeler pseudo-éducatif, qui nous mène quand même à avoir des réflexions positives, ne peut pas être recommandé à n'importe qui. Je pense par exemple à ma grand-mère. Si vous la mettez devant n'importe quel épisode de Black Mirror, j'aurais des réactions assez particulières. Alors, c'est ça, peut-être essayer de produire du contenu qui sera plus adapté à une partie de la population qui est négligée par ce qui est éducatif. Ça serait intéressant. Bon. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si tu as une réaction à dire à ça, ou sinon, on peut aussi passer directement à parler de... Mais en fait, c'est très intéressant parce que toi, tu ne te contentes pas juste de critiquer les algorithmes, tu poses des actions concrètes, notamment avec ton projet tournesol.app, je crois. C'est bien comme ça que tu l'appelles. Ça a l'air d'être assez récent. Est-ce que tu peux nous en parler? Je mets le lien dans le chat. Donc le tournesol est en bêta test en ce moment, donc il y a encore des bugs. Mais la plateforme est fonctionnelle, quoi, donc les bugs sont assez mineurs, mais c'est toujours gênant. Donc tournesol, c'est
Une plateforme pour résoudre le problème de la détection de l'information de qualité. La manière dont on y va, c'est de façon un peu démocratique. On demande la contribution en fait, de beaucoup de contributeurs. Et en gros, on demande aux contributeurs de noter les vidéos sur YouTube pour essayer d'identifier les meilleures vidéos. Alors, il y a quelques précisions à donner sur la manière dont on fait ça. On évite d'avoir des notes directes au contenu parce que YouTube, par exemple, j'ai découvert ça récemment. YouTube, à une époque, avait une notation sur 5 étoiles. Et donc, au lieu d'avoir un bouton de like, c'était, je pense, avant 2011, parce que j'ai pas le souvenir, j'ai le souvenir d'avoir utilisé YouTube en 2011 où il n'y avait pas ça. Bon, bref. Netflix, pareil, avait des notations avec des étoiles pendant longtemps et puis ils sont passés au like. Donc, bref, tout ça pour dire que la notation par score, ça n'a pas l'air. Voilà, une notation Amazon, c'est pas très clair ce que ça veut dire vraiment. Mais c'est Donc, quand ce qu'on même demande intéressant plus Oui. C'est quand même intéressant de voir le phénomène que le like a l'air d'être plus efficace. Il me semble que ça doit vouloir dire quelque chose. Ouais, en fait, les gens mettaient toujours 5 étoiles ou 0 étoile. Ok. Donc, Ah oui. c'est un peu le problème, autant liker ou pas. Mm. Ouais, donc ça manque de nuances souvent les notes, les notes comme ça. Et du coup, ce qu'on demande sur Tonosul, en fait, c'est plus des comparaisons entre vidéos. Donc l'idée, c'est que vous prenez 2 vidéos que vous avez adorées et on vous demande de les comparer. Laquelle et l'autre chose, c'est qu'on vous demande de les comparer selon plusieurs critères. Donc, comme on l'a vu, il n'y a pas juste la fiabilité du contenu qui importe. Le fait que ça soit divertissant, c'est aussi un aspect important. Et on a rajouté en fait, donc il y a 3 critères par défaut. Donc le premier, c'est la fiabilité. Et par fiabilité, on met même fiabilité et pas trompeur, parce que il y a des contenus qui sont parfaitement factuels, mais qui peuvent être trompeurs. Si on prend, c'est prendre du cherry picking, si on prend la donnée qui va pas, on peut critiquer n'importe quoi. Donc, donc la première mesure, le premier critère, c'est quel contenu est plus fiable et pas trompeur entre les 2 vidéos que vous avez choisies. Le deuxième critère, c'est lequel parle de quelque chose qui est plus important et avec lequel on peut faire quelque chose, actionable en anglais. Donc là, c'est pareil. C'est très bien une vidéo qui parle très bien de comment éteindre la lumière, mais pour le changement climatique, on sait qu'il y a des choses qui ont beaucoup plus d'impact qu'éteindre la lumière, de faire attention à bien éteindre la lumière, comme la consommation de viande ou comme le voyage. Et le troisième critère qu'on a par défaut sur Tournesol, c'est à quel point le contenu est, alors ça s'appelle engaging and thought-provoking, donc à quel point c'est engageant, parce que ça permet de rentrer dans un peu divertissant typiquement, et thought-provoking, à quel point ça suscite la réflexion et que ça ne nous laisse pas juste on ne balance pas des trucs et on passe à autre chose. Je pense qu'un bon contenu amène à la réflexion et fait du coup réfléchir. Donc voilà, c'est les 3 critères par défaut. Il y a d'autres critères que vous pouvez rajouter si vous êtes motivé et vous voulez comparer les vidéos plus en détail. Par exemple, à quel point le contenu favorise la diversité et l'inclusion, à quel point le contenu encourage les meilleures habitudes, à quel point le contenu est clair et pédagogique, et ainsi de suite. Et l'objectif de Tournesol, c'est le gros objectif de Tournesol. En fait, c'est pas vraiment de remplacer YouTube ou de faire des bonnes recommandations. Le vrai objectif de Tournesol, c'est collecter beaucoup de données et de façon fiable et sécurisée. Donc, pour sécuriser la base de données, éviter notamment le problème des faux comptes, on demande aux contributeurs de valider une adresse email rattachée à une institution de confiance. Parce que si gmail.com, par exemple, on ne va pas accepter parce que n'importe qui peut créer une adresse email gmail.com. Donc, par contre, si vous avez polymtl.ca ou ucam.ca, ça va marcher. Et ce qu'on aimerait avec cette base de données, il faut qu'elle soit grande. C'est vraiment important. Donc, le point critique pour Tournesol, c'est vraiment que ça soit adopté par beaucoup de contributeurs et qu'il y ait beaucoup de données qu'on puisse collecter. Et si on arrive à collecter beaucoup de données, je pense qu'on peut vraiment révolutionner la recherche, parce que l'histoire de la recherche en machine learning, c'est quasiment l'histoire des bases de données. En fait, ce qui a vraiment accéléré la recherche, c'est avoir plus de données.
Donc, je vois qu'il y a une question sur le machine learning. En gros, c'est les algorithmes qui permettent d'apprendre à partir des données. Ces algorithmes d'analyse de données peuvent être assez sophistiqués et qui permettent ensuite de prédire est-ce que vous allez aimer ou pas telle ou telle vidéo. Donc, ce qu'on veut, c'est une énorme base de données pour ensuite motiver la recherche et également aussi avoir au passage, du coup, un bon effet secondaire, c'est qu'on pourra avoir, en combinant les avis des différents contributeurs, on pourra avoir des scores agrégés comme ça qui diront telle vidéo, selon nos contributeurs, ça a tel score en termes de fiabilité, tel score en termes d'importance, et ainsi de suite. Et avec tout ça, on espère un jour influencer la discussion, permettre, par exemple, l'audit externe de ce qui est recommandé sur YouTube. Parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui pour auditer YouTube, c'est que on peut voir ce que YouTube recommande, mais il faut voir le contenu pour juger de la qualité. Et puis c'est juste nous qui jugeons de la qualité. Parfois, on n'a pas l'expertise ou pas le temps. Donc, avec ça, on espère aussi motiver, faciliter la recherche sur l'audit des entreprises et des algorithmes des entreprises. Et puis à terme, on espère aussi, bien sûr, influencer YouTube. L'idéal étant que YouTube utilise au moins partiellement nos scores pour au moins certaines des recommandations qu'ils font. Ok, c'est extrêmement intéressant. J'ai juste envie de savoir, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu dangereux de prendre justement l'avis uniquement de gens qui font partie d'organisations réputées comme PolyMTL ou les universités? Est-ce que dans le fond, le point de vue des universitaires, c'est vraiment représentatif de ce qui est bénéfique pour l'ensemble de la population? Ouais, donc c'est une très bonne question. Et donc l'idée de la certification, c'est vraiment vérifier que ce n'est pas un faux compte. Donc, si vous travaillez dans une très grande entreprise et que vous utilisez votre adresse email, donc si c'est google.com, vous serez validé parce que on sait que Google, enfin, on pense en tout cas que google.com ne va pas créer beaucoup de faux comptes. On espère. Donc c'est plus ça la raison de cette certification. Après, on espère vraiment motiver la recherche sur tout ça, sur comprendre par exemple, est-ce qu'il y a des sous-communautés qui ont des avis vraiment divergents sur différentes vidéos, sur le jugement par exemple de la fiabilité de tel contenu. Si c'est une vidéo de maths, que si c'est une vidéo de physique par exemple, peut-être que les matheux vont tous dire que c'est les mathématiciens vont tous dire que c'est complètement pas fiable. Bon, ça permettra de savoir. Mais il y a peut-être des trucs plus intéressants que cet exemple, bien sûr, à avoir. Et à terme aussi, on espère aussi, je suis en train de travailler sur des projets de recherche pour essayer de débiaiser l'échantillon des contributeurs. Donc malheureusement, un truc que je peux facilement prédire, c'est que la plupart des contributeurs seront des hommes. Malheureusement, parce que on va recommander Tournesol via YouTube, via YouTubeurs scientifiques. En tout cas, je vais recommander YouTube et 94% de mes viewers sont des hommes. Donc, si les contributeurs de Tournesol sont mes viewers, il y aura 94% d'hommes. Et ça, c'est un énorme problème parce que il y a des angles morts qu'ont les hommes et ils ont un jugement différent aussi. Et donc, l'une des idées pour contrebalancer ça, en gros, c'est de donner plus de droits de vote à des gens qui représentent des communautés qui sont sous-représentées dans l'ensemble des contributeurs. Donc, c'est intéressant ça. Dans ce cas, une femme aura plus de droits de vote. Mais c'est vraiment une question de recherche qui n'est pas facile de savoir quel est le droit de vote adéquat. Et pour ceux que ça intéresse, ça fait aussi des travaux mathématiques. Non, j'ai vu ta série sur la démocratie. Je suis sûr que tu as préparé plein de... Je suis sûr que ton algorithme est très complexe et très bien rédigé à ce niveau-là. Mais j'ai envie de te demander, moi, je me suis créé un compte justement sur tournesol.app. Je ne me souviens pas d'avoir rempli beaucoup d'informations personnelles qui pouvaient identifier si je faisais partie d'une minorité quelconque. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en développement, qui va venir? Non, il y a une page, en fait, il y a une page, chaque utilisateur a une page, donc il y a un user page. Et c'est là qu'on peut renseigner des informations, notamment sur le domaine d'expertise, sur le profil démographique. Et puis on espère que ces données seront utiles pour faire de la recherche aussi sur comprendre
Est-ce qu'on la voit directement quand on se connecte? Parce que moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. Peut-être que c'est juste j'ai une très Non, mauvaise c'est une des mémoire. options, hein. C'est une des pages. Donc, il y a un onglet à Ok, gauche c'est une avec une option liste de connexe. Ok. menus, une liste de pages dans l'option à gauche et c'est la quatrième, la cinquième, je sais Ok, plus. parfait. Est-ce que tu peux juste expliquer expliquer à quel point c'est simple de se créer un compte, juste pour que tout le monde ait bien conscience que je pense que pratiquement tout le monde qui est dans le chat peut participer au projet. Ouais, donc il suffit vraiment aller sur le site. Mm. Donc, alors aujourd'hui, la vidéo tutoriel n'est pas du tout à jour. Donc, Ok. donc si vous la regardez, vous allez être perturbé. Bon, ouais, on est en bêta test. Mm. Euh, mais ouais, on est en train de faire une nouvelle vidéo tutoriel. Donc ça va Mhm. venir. Euh, ouais, normalement, c'est conçu pour que vous puissiez vous en sortir sans regarder la vidéo tutoriel. Donc, euh, Mm. c'est aussi difficile pour nous, hein. C'est difficile de faire une plateforme qui sera utilisée par des gens qui n'ont pas eu tout, enfin, parce qu'on a un biais énorme, parce qu'on on a conçu la plateforme, du coup, on connaît tous ses Mhm. recoins. Et donc, voilà, donc ça nous est utile aussi si vous avez des petites idées pour faciliter l'expérience du contributeur. Euh, mais ouais, donc non, vraiment, il suffit d'ouvrir Tournesol. Faut créer un compte. Voilà, il y a un bouton Sign Up. Faut cliquer dessus. Après, il faut Login, comme sur tous les sites. Et Mhm. après, il y a un gros bouton Contribuer. Et donc, si vous appuyez sur le bouton Contribuer, on va vous demander d'abord d'importer des vidéos. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller voir dans la liste des vidéos que vous avez vues, ou mieux encore la liste des vidéos que vous avez likées sur YouTube, Mhm. et ensuite importer ces vidéos. Donc, copier-coller l'URL, ou sinon, il y a aussi une extension de Tournesol. En faisant clic droit, vous pouvez directement ajouter la vidéo. Et Mhm. du coup, vous importez voilà, les meilleures vidéos que vous avez vues, c'est un peu ça l'idée. Et une fois que vous avez importé au moins 6 vidéos, quelque chose comme ça, vous avez fait un travail à ce moment-là, vous pouvez passer à la phase où vous comparez les vidéos. Donc là, il suffit enfin, normalement, si vous avez fait ça, normalement, il y a un bouton comparer, enfin rate en anglais. Et sinon, dans les options à gauche, là, il y a la page rate. Et sur la page rate, vous avez les deux vidéos, la vidéo A, la vidéo B. Et on vous demande, il y a un slider à chaque fois pour chacun des critères. Et puis, faut déplacer le curseur vers la vidéo que vous trouvez mieux. Et donc, si la vidéo de gauche est plus fiable que la vidéo de droite, bah, vous mettez le curseur tout à gauche. Et là, comme ça, une fois que vous avez validé, bah, vous êtes en train de dire à Tournesol, en fait, la vidéo de gauche, je trouve qu'elle est beaucoup plus fiable que la vidéo de droite. Et ensuite, après, on fait tourner des algorithmes pour essayer de calculer l'impact que ça va avoir sur les scores de Tournesol. Oui, en fait, c'est tout simple. Parfait. Écoute, je te remercie. Je te remercie. Ça a été extrêmement intéressant de savoir ça. J'invite tout le monde à aller te suivre sur les réseaux sociaux puis aller participer au projet Tournesol parce que je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Et je pense Ouais. qu'on peut passer à la période de questions. Ouais, juste avant, en fait, je vois que le lien du tournesol, en fait, il est juste pas disponible pour tout le monde, juste le renvoyer à tous les participants, là. OK. Comme ça, vous pourrez aller voir directement de quoi les parler, là. Aussi, en fait, pour les questions, je pense on peut faire ça maintenant. Ceux qui voulaient poser des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat directement, ou soit, en fait, lever la main, puis on va vous donner le droit de parole pour les poser directement, là. Ok, là, quelqu'un a levé la main. Phil, tu peux donner la parole à Diane Barat. Voilà, Dylan, en théorie, tu peux parler. Ouais, salut Lee. Tout d'abord, merci beaucoup pour ta présence. Ta présence, c'était un événement super intéressant. Juste un petit peu de background avant de poser ma question. Récemment, Apple, ils sont en train de sortir une mise à jour qui permet aux utilisateurs de iPhone, de iPad, etc., tout ce qui est autour de la plateforme iOS, de en fait contrôler si les applications ont accès à leurs données personnelles pour les utiliser dans leurs algorithmes ou non. Je voulais en fait savoir ton opinion si, selon toi, c'est une bonne chose que Apple laisse les utilisateurs de leurs appareils décider ou non si les applications peuvent utiliser leurs informations personnelles. Alors, oui, après, je pense que c'est global. Enfin, c'est. Moi, je dirais oui. Ça répond à la question. OK, Parfait. Euh, tout Merci. simplement.
Parfait. Euh, Je sais pas s'il y avait d'autres Il questions. y a pas d'autres mains levées. On a d'autres questions dans le chat. Je sais pas si on... Ah, ok, David. Je te permettre de parler, David. Ok, on m'entend bien? Oui, très bien. Ouais. Oui, donc moi j'ai une question un peu plus conseil personnel. Tu disais qu'on peut manipuler en quelque sorte les algorithmes avant qu'ils nous manipulent en leur signalant des contenus qui ne nous intéressent pas. Mais je me demande comment faire en sorte de ne pas se mettre soi-même dans une bulle d'information néfaste en faisant ceci. Je pense par exemple à une personne anti-vaccin qui va exclure des vidéos d'organismes basés sur la science et perçus comme faisant partie du complot. Parce que voilà, cette personne elle a tout autant l'impression de savoir ce qui est bien pour elle. Donc voilà, est-ce que tu as des conseils pour pas être dans cette situation et pas tout simplement enchaîner les biais de confirmation et pour justement être dans une vision basée un peu plus sur la science, sur des trucs fiables? Ouais, c'est très difficile. C'est malheureusement très difficile de ne pas s'enfermer dans ces bulles. Euh, donc, moi, enfin, un des trucs que je fais beaucoup, c'est faire beaucoup attention à, donc, à quel point les gens, quand ils présentent leur contenu, euh, ils font attention à être ce qu'on appelle parfois du steel manning ou de l'homme d'acier, quoi. C'est l'idée de présenter ce avec quoi. Enfin, voilà, si tu critiques si une vidéo critique X, par exemple, avant de critiquer X, il faut qu'elle fasse vraiment un effort pour montrer X sous son meilleur jour, enfin, ce genre de choses. Donc, quand un contenu fait ça, ça m'inspire beaucoup plus confiance. Un autre truc, c'est à quel point les gens utilisent sont nuancés, quoi, et à quel point ils utilisent des marqueurs de modestie épistémique. Si le problème est complexe, qui disent que le problème est complexe et que, sachant la complexité, il y a une incertitude qui devrait être présente, s'ils reconnaissent l'incertitude ouais, au lieu de dire les choses à l'indicatif, ils disent ah ouais, il me semble que, mais je me trompe peut-être, ou s'ils disent ouais, ça me semble plutôt penché par ça, mais enfin, ouais, ce genre de tournure en fait m'inspire beaucoup plus confiance. Et à l'inverse, les gens qui ont des positions toujours tranchées, là, je pense que c'est des contenus qui je tendance plus à ignorer. Ouais, c'est un peu tu vois, ma façon de construire ma bulle. Parce que Ok. de toute façon, on est dans une bulle. Après, je pense que la question, c'est plus la qualité de cette bulle et à quel point elle contient des informations, enfin, des vues, enfin, tout ce qui se fait de mieux, quoi, on va dire. Tous les points de vue les plus intéressants, quoi. Ok. Donc en quelque sorte, tu essaies d'évaluer la modestie épistémique et la rigueur de la personne grâce à ça, par exemple, son honnêteté intellectuelle, etc. Tu essaies de voir à quel point c'est Ouais, probable. l'honnêteté intellectuelle. Ouais. D'accord. L'honnêteté intellectuelle, c'est vraiment donc l'honnêteté intellectuelle tel que je le comprends en tout cas, c'est le fait de ne pas s'auto-bullshiter, de pas vouloir se convaincre de quelque chose. Et ça, on le fait tout le temps. Enfin, l'auto-bullshit, c'est extrêmement dangereux, quoi. Et donc, quand je vois que les gens font un effort pour être conscients de l'auto-bullshit et pour l'éviter, ça m'inspire beaucoup plus confiance. Et ceux qui font pas cet effort, ça me paraît moins fiable, quoi. Ok, super, merci. Et j'aurais une dernière question du coup sur, tu as commencé à donner des conseils genre concrets sur comment un peu évaluer la fiabilité probable euh, d'une personne. Maintenant, est-ce que tu as comme des suggestions sur des ressources pour apprendre ces outils-là? Par exemple, je sais pas, des vidéos sur l'esprit critique, la zététique, des trucs dans le genre qu'on pourrait faire à la maison, tu vois. Genre, Ouais, je sais je peux recommander des chaînes YouTube qui. Donc, je vais faire un truc. Je vais utiliser Tournesol pour recommander. Parce que donc, sur Tournesol, on peut. Alors, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner, donc ça va changer le jour prochain. Alors, non, j'ai une YouTube analyste. Attends, je vais faire pour tout le monde. Comment je fais pour l'envoyer à tout le monde? En fait, il faut choisir All Panelists and Attendees. Ah oui, oui. Ouais, comme ça. Voilà. Donc, ouais, donc là, c'est la liste des vidéos que je recommande via Tournesol, quoi. Donc, c'est mes recommandations. Ouais, il y avait beaucoup de choses qui. Enfin, les premières vidéos, c'est toutes des vidéos d'esprit critique. Donc, c'est les vidéos que je recommande. Ok, merci beaucoup. Et donc, si vous utilisez Tournesol, vous aurez vos propres recommandations comme ça, votre lien de recommandation.
Donc en fait, tu nous as parlé en fait de ta chaîne YouTube, le Science for All. Fait que les gens pourraient aller regarder ça en fait pour avoir plus d'informations et tout. Puis est-ce que tu aurais d'autres en fait sources que tu pourrais. Est-ce que d'autres recommandations en fait de sources d'informations qu'on pourrait aller voir si le sujet nous intéresse en fait? Comme les algorithmes de recommandation, comment ça Ouais, marche? ouais, euh, donc, on a écrit un livre avec, avec Amadi El Mamdi, donc le fabuleux chantier. Mhm. Ouais, je pense qu'on a fait un bon travail, même si tout n'est plus à jour, on va dire. On l'a écrit en 2019 et s'est passé beaucoup trop de choses en 2020. Euh, alors, sinon, il y a le tournesol a un wiki aussi, donc il y a wiki.tournesol.app où ouais, il y a pas mal d'informations. Sinon, euh, donc il y a le documentaire The Social Dilemma qui parle pas mal de différentes problématiques autour des réseaux sociaux, qui est très bien fait point de vue audiovisuel. J'ai quelques critiques sur à dire la posture en fait mais bon, enfin ça reste un très bon documentaire. Euh, sinon, voilà, il y aura plus de liens aussi dans le wiki du Tournesol, il y a beaucoup de liens à gauche à droite. Mais il y a d'excellentes vidéos, par exemple de Smarter Everyday qui interviewait les gens à Facebook, à YouTube et à Twitter et Reddit aussi. Il y a des excellentes vidéos de Veritasium quand il parle de l'algorithme de YouTube. Je pense qu'il dit des choses vraiment intéressantes. Sinon, en termes de livres, il y a aussi le livre de Sinan Aral dont je parlais, qui s'appelle The Hype Machine. Et sinon, il y a un autre livre que je suis en train de lire de Samuel Woolley qui s'appelle The Reality Game. Je trouve ils parlent, enfin, ouais, ils parlent très bien de ces sujets. Enfin, surtout Sinan Aral est un expert du domaine. Ça fait 20 ans qu'il étudie le sujet. Et son livre est très bien écrit avec plein de nuances. Voilà. Cool. Ben, je pense que ça répond pas mal à toutes nos questions. Je sais pas si Phil, tu avais d'autres Bah, questions. je sais pas, t'as pas vu les questions qu'il y a dans le chat, James? Attends, je vais aller voir. On en a 4 Ah, qu'on n'a pas encore répondu. Est-ce que c'est juste moi qui les vois, peut-être? Ouais, je sais pas si c'est juste toi qui les vois. Moi, je vois pas de. Ah, ok, bon, bah, si c'est juste moi qui les C'est vois, peut-être juste toi je qui vais les vous vois. les lire et on en discutera après. En fait, il y a Aurélie qui nous a posé 3 questions. On va peut-être essayer de lui répondre. Elle voulait savoir quelle est la plus grande polémique autour des algorithmes de recommandation. Je pense qu'elle voudrait parler d'un événement concret qui s'est produit, quelque chose d'un peu phénoménal. alors, il y a un événement qui a eu lieu récemment enfin, j'aimerais que ça soit beaucoup plus polémique que ça ne l'est. C'est Google qui a licencié les deux co-directrices de son équipe d'éthique. Et la raison pour laquelle c'est vraiment problématique, c'est que, bon, déjà, licencier deux femmes chercheuses, c'est vraiment pas cool. Il y a vraiment des trucs très bizarres en plus dans la manière dont ça a été fait. Mais au-delà de l'aspect dire un peu personnel, la chose qui est très préoccupante, c'est que Google semble l'avoir fait parce que les deux chercheuses avaient écrit un article qui critiquait, alors pas vraiment les algorithmes de Google eux-mêmes, mais des algorithmes très similaires aux algorithmes qui sont déployés, enfin qui sont développés en ce moment par Google. Donc, ces algorithmes de traitement du langage, on leur fait lire plein de choses. Et en gros, le problème, c'est qu'en lisant plein de choses, ces algorithmes répètent, en fait, enfin, ils sont conçus pour répéter ce qu'ils lisent. Et comme ces algorithmes sont entraînés sur des données collectées sur Internet, ouais, il y a plein de choses horribles qui sont dites sur Internet. Et du coup, ces algorithmes répètent ces choses horribles. Mhm. Ces algorithmes vont probablement être déployés même très certainement déployés par Google, donc pour Google Search, pour les algorithmes de recommandation de YouTube. Et ça pourrait vouloir dire que voilà, si vous vous intéressez un peu, parce que par exemple, ces algorithmes, on a vu qu'ils associaient constamment musulmans et terrorisme. Ça veut dire que si vous voulez vous intéresser à la religion musulmane ou à un pays musulman, bah, potentiellement, juste après, il va vous recommander plein de choses de terrorisme qui disent que les musulmans sont des terroristes. Ouais, je pense que ça devrait être extrêmement polémique parce qu'après, il s'ensuit des problèmes de sécurité nationale. Après, enfin, si ça, enfin, les États-Unis ont déjà fait la guerre à des pays dans le passé, on va dire.
Parfait. Donc, encore une question d'Aurélie qui nous demande, je pense que c'est plus une interjection dans ce cas-là, elle nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui contrôle ces algorithmes-là et pourquoi il n'y a rien qui est déjà en place. Je pense qu'on y a un peu répondu. Ouais, ouais, je pense essentiellement c'est parce que on ne voit pas ces algorithmes comme étant des enjeux de sécurité. Enfin, on ne pense pas qu'il y a des vies en jeu à travers ces algorithmes. La plupart des gens ne pensent pas. La plupart des politiciens, la plupart du grand public, et beaucoup de chercheurs aussi. La plupart des chercheurs ne sont pas assez sensibilisés en sens à ce problème. Et du coup, il n'y a pas eu de mesures qui ont été mises en place pour auditer ces algorithmes. Et comme dernière question d'Aurélie, elle nous demande si ça pourrait être intéressant d'envoyer des fausses données sur nos activités sur Internet pour influencer comment les algorithmes nous perçoivent. Euh, ouais, alors techniquement, faut voir les termes d'utilisation des plateformes, mais je suis pas sûr que ce soit légal. OK. Donc, bon, ouais, potentiellement, on pourrait être poursuivi pour faire ça. Bon, après, techniquement, beaucoup de gens le font et il y a tellement de gens qui le font que c'est difficile de poursuivre. Bon, ouais, je ne peux pas, en tout cas, à mon âme et conscience, vous dire de le faire parce que potentiellement, vous enfreignez la loi. Bah, j'ai du mal à voir, ce serait quoi l'intérêt exactement, parce qu'il me semble que avec les outils qui sont déjà à notre disposition, de dire quel contenu on ne veut pas voir, et après il suffit de consommer le contenu qui nous intéresse, et il me semble que l'équilibre devrait se créer naturellement pour qu'on enverrait des fausses données. Typiquement, un truc qui pourrait être imaginé, ça serait à chaque fois qu'il y a une vidéo trop bien, vous créez 1 million de comptes. C'est compliqué de créer 1 million de comptes aujourd'hui, mais si vous aviez créé 1 million de comptes, vous avez 1 million de gens, vous faites en sorte que ces 1 million de comptes like ce contenu ou regardent déjà ce contenu. Ah oui, pour influencer les autres, dans le fond, pas pour s'influencer soi-même. Philippe, tu peux-tu juste donner le micro à Aurélie? Je pense qu'elle veut venir pour préciser sa question. Là. OK. 2 secondes. Participant. Ça aurait été plus facile si tu avais levé la main, Aurélie. Allô, tout ça. Voilà, tu devrais pouvoir parler. Bonjour. Merci pour le séminaire, c'est vraiment intéressant. En fait, ce que j'essayais de dire par la dernière question, c'est, je donne un exemple. Le matin, je me lève, je lis les Google News, puis c'est sans surprise. En effet, je vois toujours du contenu qui est extrêmement ciblé par rapport à ce que je fais sur Internet. Puis, je me suis dit, ça me met dans une espèce de petite boîte dans laquelle je n'ai pas accès à tout le contenu des nouvelles qui existent en dehors de ce que moi j'observe. Puis, je me demandais, genre, l'idée d'envoyer comme une espèce de faire un algorithme qui enverrait du faux data, c'est de ne pas limiter l'accessibilité à tout ce qui existe pour les utilisateurs, justement, parce que je me dis, mais crème, oui, c'est des trucs qui m'intéressent, en effet, sauf que l'Internet a tellement de sujets qui existent, puis comme l'information est tellement accessible que même si parfois ça peut être de la désinformation, il serait quand même intéressant d'avoir accès à ce contenu-là. Puis c'est pour ça que je me demandais, je me posais cette question-là, genre, ça serait-il une bonne idée de faire en sorte que d'envoyer un peu de la merde, en fait, du faux data par rapport à nos cookies aux algorithmes? Alors, je pense que ça peut être fait, mais je pense qu'il y a des... Donc moi, je vais souvent en navigation privée ouais, alors j'aime regarder des vidéos de football, par exemple, et je veux pas que YouTube me les recommande. Du coup, quand je veux voir du football, je regarde ça dans une navigation privée, comme ça influence pas mes recommandations. Je fais aussi pas mal en gros, la manière dont on peut auditer aujourd'hui Google ou tout ça, c'est de faire des recherches sur Google. Et voilà, je fais par exemple souvent ça en navigation privée pour avoir des résultats qui seraient un peu plus, qui dépendent pas trop de moi. Et sinon, moi, la source que je recommanderais, je trouve que Wikipédia est vraiment génial pour ça. Il y a beaucoup de sources et souvent ça présente les différents points de vue. Donc, ça serait un peu ça mes recommandations. Ça répond à ta question, Aurélie? Ouais, merci. Parfait. Oui, je trouve que c'est important de rappeler, cependant, même quand on utilise la navigation privée, on ne voit pas non plus un contenu qui est totalement neutre, vu qu'on voit quand même un contenu qui a été aimé par les autres utilisateurs.
Il y avait d'ailleurs une conversation à ce Ouais. sujet-là avec quelqu'un qui est dans le public, quelqu'un que j'ai invité à l'entrevue, qui avait proposé l'idée en fait, que les algorithmes recommandent parfois du contenu complètement aléatoire. Une vidéo qui serait sur YouTube, mais qui, par exemple, une vidéo à 10 vues qui pourrait être publiée dans moi, mon feed journalier. Je sais pas ce que tu en penses, là. Alors, moi, ça me paraît très dangereux parce que Mhm. si c'est ça qui est utilisé, faut imaginer, faut vraiment se dire qu'Internet, c'est un milieu avec beaucoup d'acteurs malveillants et beaucoup de désinformation. Mhm. Donc, si on faisait ça, clairement, il y aurait des intérêts énormes à créer énormément de contenu parce que du coup, de temps en temps, c'est tiré au hasard, quoi. Mhm. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Je sais pas, il me semble que ça dépend surtout de la proportion. Je sais pas quelle est la proportion de contenu malveillant sur YouTube. En tout cas, je pense qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Elle est énorme, énorme. Oui. Sur Facebook, la majorité des contenus, des comptes sont faux, quoi. Mhm. Ok, très bien. Et je pense que si on va voir la queue de distribution de YouTube, je pense, il y a des vidéos de meurtres, hein, qui sont censurées de la plateforme. Il y a vraiment des contenus horribles sur la plateforme. Et je parlais de la pédophilie tout à l'heure. En fait, la pédophilie, YouTube n'arrive pas à retirer la pédophilie de YouTube. Mhm. Parce que les algorithmes qu'ils ont sont valides à 99,99%, Mhm. mais ça suffit pas, parce que ça veut dire que 0,01% du temps, ça laisse passer quelque chose. Et du coup, s'il y a 100 000 contenus qui sont envoyés, il y en a quelques-uns qui vont passer. Et c'est même pire que ça, parce que souvent, les gens qui essaient de mettre ces contenus, ils essaient d'échapper au filtre. Mhm. Et du coup, ils vont faire plein d'effets à leur vidéo pour que ça ait plus de chances de passer le filtre. Internet est vraiment horrible. Je pense que sans modération, Internet est vraiment horrible. Et les contenus sans modération, il y a Parler, par exemple, qui a très peu de. Donc, c'est un réseau social un peu à la Twitter. Et en fait, comme il y a très peu de modération, surtout à partir du moment où Twitter a commencé à réduire un peu l'exposition des tweets de Trump, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis sur Parler, ou il y a un site qui s'appelle Donald.win aussi. Mhm. Et c'est vraiment horrible. C'est vraiment des contenus horribles. Je trouve ça intéressant parce que c'est quand même quelque chose que, si on les cherche pas, moi par exemple, j'avais zéro conscience que ce contenu-là existait. Je suppose qu'il y a beaucoup de Ouais. nos auditeurs qui s'en rendent pas compte non plus. Parfait, je trouve que ça tombe bien parce que là, on arrive à notre dernière question qui a vraiment rapport avec le sujet. C'est Philippe Ducas qui nous demande, est-ce que certaines personnes ne risquent pas de crier à la censure si certains contenus sont favorisés ou défavorisés arbitrairement? Si c'est fait de façon arbitraire, oui. Ouais. Si c'est fait de façon transparente, réfléchie, avec des audits et des contrôles et ces résultats de la recherche scientifique et tout ça, ça me paraît. Ouais. Mm. Ouais. Mais il y a toujours des gens qui se méfient du consensus scientifique, il faut le rappeler. Ouais. Ouais. Parfait. Puis la seconde partie de la question de Philippe, c'était comment mettre en avant de façon juste les informations, le contenu jugé meilleur et plus éthique. Donc ça, c'est un peu comme tu l'avais expliqué avec Tournesol qui nous permettait de rate Ouais. sur un scale. Donc Tournesol, c'est vraiment Tournesol, c'est vraiment la réponse qu'on a trouvée à cette question qu'on s'est beaucoup posée. Et je pense qu'il faut que ça soit collaboratif. Faut que ça soit pas, faut pas que ça soit un petit groupe de personnes qui s'en chargent, parce que il peut être biaisé, il peut être hacké, il peut être menacé. Donc il faut vraiment décentraliser cette tâche du jugement de la qualité de l'information. Et ouais, Tournesol, c'était notre solution. Parfait. Donc je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Ça tombe bien, on arrive pile à l'heure qu'on avait Ouais. c'était pour la fin. Puis l'attendre. Il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. À moins qu'il y ait des questions que je ne vois pas, non, ça m'a l'air d'être complet. Donc un dernier tour de parfait. table. Ok, parfait. Je pense que ça fait le tour. Je vous remercie tous de votre présence. Encore merci Lé d'être venu pour cette courte conversation. J'invite tout le monde à aller visiter tes réseaux sociaux. Si tu peux peut-être les énumérer, peut-être que je ne les connais pas tous.
Ouais, alors, je suis surtout sur YouTube et sur Twitter. Mm. Donc ça c'est mon Twitter et mon YouTube. Sense for All. Ça c'est mon YouTube. Parfait. Je vous invite aussi à vous renseigner si vous ne connaissez pas le CEDNA. On est un tout nouveau comité. C'est le Comité sur les enjeux du développement numérique et algorithmique. On existe seulement depuis décembre. Dans le fond, notre but, c'est d'essayer d'organiser plus d'événements de ce genre-là. Alors, je vous invite aussi à tous venir nous suivre. Et encore une fois, merci pour votre présence. Aussi, en fait, on voudrait remercier PolyAI qui, en fait, nous a permis d'avoir accès à leur Zoom pour faire cette conférence-là. Donc, un merci à eux, ainsi qu'un merci aussi à Ali et au public au complet. Aussi, en fait, pour le CELNA, je vais vous envoyer, en fait, le lien dans le chat pour le site web, donc vous pourrez aller voir ça. Puis, il y a aussi notre lien, en fait, sur le site web, en fait, il y a les liens sur les plateformes YouTube, Facebook et Instagram qu'on a aussi. Puis on a aussi en fait un form que vous pouvez aller remplir si ça vous intéresse en fait de faire partie du CELNA. Donc en fait, on est en ce moment 6 personnes, puis on cherche toujours à agrandir l'équipe avec des talents dans différents domaines, là. Fait que c'est vraiment pas juste pour des gens, mettons, en informatique ou en algorithmie ou peu importe, là. C'est vraiment plus ouvert parce que n'importe qui est en fait dans un domaine a rapport en fait avec la technologie d'un côté ou d'un autre, là. Par exemple, mettons en droit, en journalisme, en peu importe, là, en fait, ça a toujours des liens en fait avec le numérique, là. Donc, si C'est vous êtes tout le intéressé, temps- vous pouvez remplir ça ou juste pour en savoir plus, en fait, vous pouvez regarder ça. C'est toujours une question d'angle. Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.